Une histoire de silence et de force. La pluie automnale tambourinait contre les fenêtres du lycée Fénelon, alors que Zélie Dubois, 17 ans, franchissait l'entrée principale pour la première fois. Son sac à dos en toile usagée pendait à une épaule, et ses yeux sombres balayaient les sols de marbre poli et les vitrines à trophées étincelantes qui tapissaient le couloir du lycée. Tout ici semblait scintiller d'un éclat coûteux, étranger à quelqu'un qui avait passé sa vie dans les quartiers modestes de Tourcoing. Zélie s'était habituée au nouveau départ. C'était son 3e lycée en 4 ans, une conséquence du travail de sa mère en tant qu'infirmière itinérante. Chaque déménagement lui avait appris la même leçon: se faire discrète, rester tranquille et laisser passer l'orage. Elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, se déplaçant dans les couloirs comme une ombre, ne parlant que lorsqu'on s'adressait à elle et choisissant toujours un coin reculé où elle pouvait observer sans être observée. La conseillère d'orientation psychologue, Madame Leclerc, la guida à travers un labyrinthe de couloirs tapissés de portraits d'anciens élèves illustres et de bannières de réussite académique. Les talons de la femme claquaient rythmiquement sur le sol, tandis qu'elle égrenait des informations sur les horaires de cours, les pauses déjeuner et les traditions du lycée. Zélie acquiesça poliment, mais son attention était ailleurs, cataloguant les sorties, notant où les élèves se regroupaient et identifiant les subtiles hiérarchies sociales qui existaient dans chaque établissement qu'elle avait fréquenté. Vous constaterez que le lycée Fénelon valorise l'excellence et le caractère, dit Madame Leclerc, s'arrêtant devant la porte d'une salle de classe. Je suis sûr que vous vous intégrerez parfaitement. Mais alors que Zélie se glissait dans son premier cours de physique, elle sentit déjà que s'intégrer ici serait plus difficile que d'habitude. Les autres élèves portaient des vêtements de marque avec une assurance décontractée. Leur conversation émaillée de références à des résidences secondaires et des vacances en Europe. Leurs sacs à dos arboraient les logos de marques coûteuses et même leurs cahiers semblaient soigneusement choisis pour leur attrait esthétique. Zélie trouva un siège vide vers le fond de la salle de classe et déballa ses fournitures simples. Le professeur, Monsieur Durand, reconnut à peine sa présence d'un bref signe de tête avant de se lancer dans une discussion sur les lois de Newton sur le mouvement. Tandis que des équations remplissaient le tableau blanc, Zélie prenait des notes attentivement, reconnaissante du rythme familier de la concentration académique qui pouvait la distraire de ce sentiment d'être complètement à côté de la plaque. Pendant la pause entre les cours, elle remarqua avec quelle facilité les autres élèves formaient des groupes, leur rire résonnant dans les couloirs. Personne ne l'approcha et elle n'approcha personne. Cette danse de l'isolement social, elle la connaissait bien, et elle se dit que c'était mieux ainsi. Moins de complications signifiait moins d'occasions de déception. Son cours suivant était la littérature française, où le professeur assigna un travail en binôme pour l'analyse poétique. Quand il fut clair que Zélie serait la 5e roue du carrosse, une fille nommée Manon Lefebvre accepta à contre-cœur de travailler avec elle. Manon avait des cheveux blonds parfaitement lissés et portait un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que la garde-robe entière de Zélie. « Alors, tu es la nouvelle élève ?» dit Manon, non pas méchamment, mais avec la curiosité détachée que l'on pourrait montrer envers une pièce exotique dans un musée. « D'où viens-tu ?»« Tourcoing » répondit Zélie simplement. « Oh !» Le ton de Manon suggéra que cette information confirmait quelque chose qu'elle avait déjà suspecté. Ça doit être particulier. La conversation mourut là, et elles travaillèrent sur leurs devoirs dans un silence relatif. Zélie remarqua que Manon jetait parfois des coups d'œil à ses vêtements, à ses vieilles baskets et au stylo basique qu'elle utilisait. Chaque regard semblait être une petite évaluation, et Zélie se retrouva à rentrer instinctivement les épaules, essayant de se faire plus petite. À l'heure du déjeuner, le self-service du lycée Fénelon
se révéla être l'épicentre social. Des tables rondes ponctuaient l'espace, chacune semblant réservée à un groupe spécifique, les sportifs, les jeunes du théâtre, les têtes de classe, et au centre, la royauté incontestée de la hiérarchie scolaire. Zélie acheta un simple sandwich jambon-beurre et une pomme, puis trouva une table vide près des fenêtres du self où elle put manger en paix tout en observant l'écosystème social complexe autour d'elle. C'est là qu'elle remarqua pour la première fois Antoine Moreau. Antoine attirait l'attention sans même essayer. Il était assis à la table centrale du self, entouré d'une distribution tournante d'admirateurs et de parasites. Son père, Zélie l'apprendrait plus tard, était un homme d'affaires local éminent qui avait généreusement fait des dons au programme sportif du lycée. Antoine lui-même était le capitaine de l'équipe de handball, possédait le genre de beauté naturelle qui semblait venir avec son statut social, et exerçait son influence avec la confiance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. Depuis sa table de coin du self, Zélie regardait Antoine divertir son public avec des histoires animées, sa voix portant à travers le self-service. D'autres élèves gravitaient autour de lui comme des mouches à miel, riant à ses blagues peut-être un peu trop fort, acquiesçant à ses opinions peut-être un peu trop vite. Même certains professeurs semblaient s'incliner devant lui, le traitant avec une familiarité qui témoignait de liens familiaux et de généreuses donations. Pendant la première semaine, Zélie réussit à maintenir son invisibilité. Elle assista aux cours, termina ses devoirs et navigua dans les couloirs sans incident. Ses professeurs semblaient impressionnés par ses résultats scolaires et elle commença à espérer que cette fois serait différente. Peut-être pourrait-elle terminer sa terminale sans le drame qui avait empoisonné ses écoles précédentes. Mais l'invisibilité, elle l'apprendrait vite, n'était pas toujours une protection. Cela commença discrètement. Des commentaires qui semblaient presque accidentels, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps et le léger déplacement des sièges quand elle entrait dans une salle de classe. Au début, Zélie Dubois rejeta ces signes comme la période d'adaptation normale qui accompagnait l'arrivée d'une nouvelle élève. Elle avait déjà vécu des variations de cela et avait toujours réussi à laisser passer l'orage grâce à la patience et à la persévérance. La première confrontation directe eut lieu un mardi matin pendant le laboratoire de chimie. Zélie Dubois avait été associée à Chloé Martin, une des satellites d'Antoine Moreau, pour une expérience impliquant des réactions chimiques. Pendant qu'elle travaillait, Chloé Martin engagea une conversation décontractée qui semblait assez amicale en surface. « Alors, Zélie, c'est ça? C'est un nom intéressant. C'est genre ethnique ou quelque chose comme ça ?» La question fut posée avec une innocence apparente, mais Zélie Dubois reconnut la nature tendancieuse de l'interrogation. Elle en avait déjà entendu des variantes, et elle savait que sa réponse serait en quelque sorte cataloguée et analysée, réduite à une simple catégorie que d'autres pourraient utiliser pour la définir. « C'est juste mon nom », répondit-elle posément, se concentrant sur la mesure des produits chimiques avec une précision méticuleuse. Chloé Martin hocha la tête comme si cette réponse confirmait quelque chose d'important. « Cool, cool. Et tu es boursière, n'est-ce pas? C'est tellement inspirant. Ça doit être difficile, tu sais, de venir d'un milieu différent et d'essayer de s'intégrer ici. » Les mains de Zélie Dubois s'immobilisèrent un instant. L'hypothèse la piqua. Non pas parce qu'être boursière serait honteux, mais parce que cela révélait à quelle vitesse d'autres avaient évalué sa valeur en fonction de son apparence et des marqueurs visibles de son statut économique. Sa famille n'était pas riche, mais Madame Dubois travaillait dur pour subvenir à leurs besoins, et Zélie Dubois avait gagné sa place au lycée Fénelon par son mérite scolaire et la planification financière minutieuse de sa mère. « Je ne suis pas boursière », dit-elle doucement. « Oh !» Chloé Martin parut réellement surprise et peut-être un peu embarrassée. « J'ai juste supposé, je veux dire, avec ton... »
Elle fit un geste vague, incapable de terminer la phrase, sans révéler les jugements superficiels qu'elle avait portés. L'interaction laissa Zélie Dubois se sentir exposée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait d'être nouvelle. Cela lui rappela que, quelle que soit la discrétion avec laquelle elle évoluait dans le monde, certaines hypothèses seraient toujours faites à son sujet, certaines conclusions tirées avant même qu'elle n'ouvre la bouche ou ne démontre ses capacités. Cet après-midi-là, elle chercha le réconfort au Centre de documentation et d'information, CDI, du lycée Fénelon, trouvant un coin tranquille du CDI, où elle pouvait se plonger dans ses devoirs et oublier la dynamique sociale étrange du lycée Fénelon. Mais même là, elle sentait des yeux sur elle, des conversations chuchotées qui semblaient s'interrompre lorsqu'elle levait les yeux de ses livres. Après l'école, Zélie Dubois prit le bus Ilévia jusqu'à la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, de Tourcoing, où elle s'entraînait depuis l'âge de 12 ans. Le bâtiment n'avait rien à voir avec les installations impeccables du lycée Fénelon. La peinture était écaillée, l'équipement était usé et les fenêtres étaient recouvertes de barres de sécurité. Mais pour Zélie Dubois, cela représentait quelque chose de plus précieux que n'importe quel luxe coûteux. C'était un endroit où elle appartenait sans poser de questions. Son instructeur, Michel Leroy, formait des jeunes à la boxe française, Savate, depuis plus de 2 décennies. C'était un homme compact avec des mains calleuses et une intensité tranquille qui imposait le respect. Plus important encore, il comprenait les défis auxquels les jeunes issus de familles ouvrières étaient confrontés lorsqu'ils évoluaient dans des environnements conçus pour les privilégiés. « Comment était la nouvelle école aujourd'hui » demanda-t-il alors que Zélie Dubois enfilait sa tenue de Savate. « C'est bien, » répondit-elle, mais le sourcil levé de Michel indiqua qu'il n'était pas dupe de son rejet nonchalant. « Juste bien » ou le genre de bien qui signifie que tu te mords la langue pour ne pas dire ce que tu penses vraiment? Zélie Dubois esquissa un léger sourire. Michel la connaissait depuis assez longtemps pour lire entre les lignes de ses réponses soigneusement neutres. Le deuxième genre. Tu veux en parler ou tu veux taper sur quelque chose? Taper sur quelque chose. Michel hocha la tête et la conduisit au sac de frappe. Pendant l'heure suivante, Zélie Dubois se perdit dans le rythme familier de l'entraînement. Jab, direct, crochet, uppercut. Chaque combinaison s'enchaînait à la suivante avec une mémoire musculaire construite au fil des années de pratique. L'effort physique l'aidait à se vider l'esprit et la satisfaction d'exécuter une technique parfaite lui rappelait sa propre compétence et sa force. Michel avait toujours souligné que la boxe française, Savate, était bien plus que de la bagarre. C'était une question de discipline, de respect et de compréhension du moment où il fallait utiliser la force et du moment où il fallait s'éloigner. Il lui avait enseigné que la vraie force venait du contrôle et non de la capacité à infliger des dommages. Ces leçons avaient façonné non seulement ses capacités physiques, mais toute son approche de la résolution des conflits. « Souviens-toi, disait-il, le meilleur combat est celui que tu n'as jamais eu à livrer. Mais si quelqu'un te force la main, tu y mets fin rapidement et proprement. » Au fil des semaines passées au lycée Fénelon, Zélie Dubois s'installa dans une routine qui lui semblait gérable, sinon entièrement confortable. Elle excellait dans ses cours, maintenant une assiduité parfaite et rendant des devoirs qui impressionnaient ses professeurs. Pendant le déjeuner, elle avait trouvé une place habituelle dans le Centre de documentation et d'information, CDI, du lycée Fénelon, où elle pouvait manger en paix tout en rattrapant son retard de lecture. Elle avait rejoint l'équipe de joute oratoire, où ses connaissances et son éthique de travail étaient appréciées, même si elle n'était pas entièrement acceptée dans le cercle social. Mais Antoine Moreau semblait déterminé à perturber son équilibre soigneusement établi. Cela avait commencé par des commentaires apparemment innocents durant les cours qu'il partageait, quand le professeur d'histoire avait demandé aux élèves de discuter de leurs origines familiales dans le cadre d'une unité sur l'histoire des migrations en France,
Antoine avait pris soin de mentionner que sa famille était installée depuis des générations et avait contribué à la renommée locale. Quand ce fut le tour de Zélie, il avait écouté avec une attention exagérée, puis avait commenté assez fort pour que tout le monde entende « Waouh, c'est tellement différent de ce à quoi nous sommes habitués ici. C'est super que le lycée Fénelon devienne plus diversifié. » Le commentaire était soigneusement formulé pour paraître encourageant tout en la marginalisant, la marquant comme fondamentalement différente de la communauté établie. D'autres élèves avaient hoché la tête en signe d'approbation devant l'apparente ouverture d'esprit d'Antoine, sans reconnaître la cruauté subtile de ses paroles. Lors des projets de groupe, Antoine faisait des suggestions qui semblaient utiles, mais étaient conçues pour souligner la méconnaissance de Zélie de certaines références ou expériences culturelles. Il proposait de se retrouver dans des restaurants étoilés ou des lieux exclusifs, puis feignait la surprise lorsqu'elle suggérait des alternatives. Il évoquait des expériences partagées au collège ou lors de séjours d'été auxquels il savait qu'elle n'avait pas pu participer, puis s'excusait avec une préoccupation exagérée de ne pas avoir été plus inclusif. Chaque interaction était soigneusement calculée pour maintenir un déni plausible tout en érodant systématiquement sa confiance et son sentiment d'appartenance. Pour les observateurs extérieurs, Antoine semblait faire des efforts pour inclure la nouvelle élève. Seule Zélie reconnaissait la nature délibérée de sa guerre psychologique. La situation s'était aggravée lors d'une session d'évaluation par les pairs en cours de littérature française. Les élèves devaient donner leur avis sur les essais de chacun concernant les défis personnels et le développement. Quand Antoine avait examiné le devoir de Zélie, qui traitait des déménagements fréquents et de la recherche de stabilité par l'éducation, il avait offert ce qui semblait être une critique constructive. « C'est vraiment bien écrit », avait-il commencé, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à ce que ses opinions soient prises au sérieux. « Je pense que tu montres très bien comment l'instabilité peut forger le caractère. C'est juste que certaines des expériences que tu décris pourraient être difficiles à comprendre pour d'autres élèves ici. Peut-être pourrais-tu ajouter des exemples qui résonneraient davantage auprès de ton public ?» Le commentaire avait été formulé avec une apparente considération, mais son message était clair. Tes expériences n'ont pas leur place ici. Ta perspective n'est pas valorisée et tu dois changer pour correspondre à nos attentes. D'autres élèves avaient hoché la tête, acceptant l'évaluation d'Antoine comme une orientation raisonnable. Zélie sentit sa poitrine se serrer de colère, mais elle avait appris il y a longtemps que réagir émotionnellement ne ferait que confirmer les hypothèses des autres sur son incapacité à gérer les critiques ou à s'intégrer dans leur environnement. Au lieu de cela, elle le remercia pour ses commentaires avec une politesse mesurée et se nota mentalement d'être encore plus prudente en partageant des informations personnelles. Ce soir-là, elle appela Madame Dubois, qui travaillait de nuit au Centre hospitalier régional universitaire CHRU de Lille, à 3 heures de route. « Comment est le nouveau lycée, ma chérie ?» demanda Madame Dubois durant une courte pause. « C'est exigeant », répondit Zélie, choisissant ses mots avec prudence. Elle ne voulait pas inquiéter Madame Dubois, qui se sacrifiait déjà tellement pour lui offrir des opportunités. Exigeant sur le plan scolaire, c'est bien. Cela signifie que tu es au bon endroit. Bien sûr, maman, c'est ce que je voulais dire. Une fois l'appel terminé, Zélie s'assit dans sa petite chambre, fixant son reflet dans le miroir au-dessus de sa commode. Elle se demanda si les sacrifices de Madame Dubois en valaient la peine, si l'éducation qu'elle recevait au lycée Fénelon était suffisamment précieuse pour justifier le fardeau émotionnel quotidien de devoir naviguer la cruauté subtile d'Antoine et la culture d'exclusion polie du lycée. Le point de rupture survint lors d'une journée apparemment ordinaire de fin octobre. Zélie marchait vers son casier après le cours de chimie lorsqu'elle entendit une conversation entre Antoine et plusieurs de ses amis. Ils discutaient des dossiers Parcoursup et des avantages de fréquenter les grandes écoles préparatoires. « Le fait est, »
disait Antoine, sa voix portant la confiance décontractée qui était devenue si familière, que des lycées comme celui-ci maintiennent leur réputation en étant sélectifs sur qui est admis et qui correspond à la culture. Quand on commence à laisser entrer des gens qui n'ont pas vraiment leur place, ça change toute la dynamique. Un de ses amis hocha la tête pensivement. Oui, je veux dire, la diversité c'est important et tout, mais il y a une différence entre une diversité authentique et juste remplir des quotas avec des gens qui ne sont pas préparés pour cet environnement. Exactement, poursuivit Antoine. Par exemple, certaines personnes sont peut-être assez intelligentes sur le plan scolaire, mais elles ne comprennent pas les aspects sociaux, les règles non écrites. Elles se distinguent parce qu'elles essaient d'être quelque chose qu'elles ne sont pas au lieu de reconnaître qu'elles seraient peut-être plus heureuses quelque part de plus, adaptées à leur milieu. Zélie s'arrêta de marcher, le sang glacé en réalisant qu'il parlait d'elle. La conversation n'était pas accidentelle. La voix d'Antoine Moreau était projetée juste assez fort pour s'assurer qu'elle l'entendrait, et le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Elle resta figée dans le couloir du lycée, invisible aux élèves qui la frôlaient, tandis que les mots d'Antoine Moreau atteignirent leur cible avec une précision chirurgicale. Il lui disait, en termes non équivoques, qu'elle n'avait pas sa place au lycée Fénelon, que sa présence dégradait en quelque sorte la qualité de l'établissement et qu'elle devrait partir volontairement plutôt que de continuer à perturber leur environnement soigneusement orchestré. Un instant, Zélie Dubois ressentit l'envie familière de disparaître, de se faire plus petite et plus silencieuse, jusqu'à devenir réellement invisible. C'était le schéma qu'elle avait suivi dans ses lycées précédents. Endurer jusqu'à ce que l'évasion devienne possible, survivre jusqu'à ce qu'elle puisse passer à l'endroit suivant et espérer de meilleures circonstances. Mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être étaient-ce les mois d'entraînement avec Michel Leroy, qui avait construit non seulement une force physique, mais aussi une résilience mentale. Peut-être était-ce l'accumulation d'années de rejets subtils et moins subtils qui avaient finalement atteint un point de rupture. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle était fatiguée de fuir la confrontation et prête à faire face. Au lieu de s'éloigner, elle s'approcha directement du groupe d'Antoine Moreau. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix ferme et claire. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation sur qui a sa place dans ce lycée. » Antoine Moreau se tourna vers elle, son expression passant de la surprise à une neutralité soigneusement contrôlée. Ses amis parurent mal à l'aise, soudain conscients que leur discussion théorique était devenue une confrontation directe. « Oh, salut Zélie, on ne parlait de personne en particulier. Juste, tu sais, des observations générales sur la philosophie de l'éducation. » « Bien sûr, répondit Zélie Dubois, son ton indiquant qu'elle n'était pas dupe de sa dérobade. Eh bien, je voulais partager une perspective différente sur la philosophie de l'éducation. Je pense que les lycées sont plus forts quand ils incluent des personnes aux expériences et aux origines diverses. Je pense que les élèves apprennent davantage lorsqu'ils sont exposés à des points de vue différents et mis au défi d'examiner leurs propres suppositions. L'un des amis d'Antoine Moreau, un grand garçon nommé Lucas Petit, remua inconfortablement. « Je veux dire, bien sûr, la diversité, c'est bien. Nous soutenons tous cela. »« Vraiment ?» demanda Zélie Dubois, son regard passant de Lucas Petit à Antoine Moreau et inversement. « Parce que, de mon point de vue, il semble que vous soutenez l'idée de diversité tant que les personnes diverses restent silencieuses, ne bousculent pas votre confort et de préférence n'existent pas réellement dans vos espaces sociaux. » Le couloir du lycée autour d'eux était devenu plus silencieux alors que d'autres élèves sentaient la tension et ralentissaient leurs pas pour écouter. La mâchoire d'Antoine Moreau se serra presque imperceptiblement et Zélie Dubois reconnut qu'elle avait touché une corde sensible. « Je pense que vous avez peut-être mal compris notre conversation, » dit Antoine Moreau, sa voix portant un avertissement que d'autres auraient pu manquer, mais que Zélie Dubois entendit clairement. Nous ne faisions aucun commentaire personnel sur qui que ce soit.
Bien sûr que non, répondit Zélie Dubois. Parce que ce serait un comportement inapproprié pour quelqu'un dans votre position d'influence. Je suis sûr que vous comprenez qu'en tant que leader lycéen, les gens vous admirent et modèlent leur comportement sur le vôtre. L'implication était claire. Elle le tenait responsable non seulement de ses paroles, mais de la culture qu'il créait par son leadership. C'était un défi direct à l'ordre social qu'il avait soigneusement construit, et ils le savaient tous les deux. Les amis d'Antoine Moreau échangèrent des regards, voulant clairement échapper à la situation de plus en plus inconfortable. Mais Antoine Moreau lui-même sembla dynamisé par la confrontation, comme s'il avait attendu que Zélie Dubois lui donne enfin une raison de laisser tomber sa façade de civilité soigneusement maintenue. « Tu sais quoi ?» dit-il, s'approchant d'elle. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé. Je détesterais que quiconque ait la mauvaise impression de ce dont nous discutons. » La suggestion portait une menace implicite, et Zélie Dubois sentit le frisson familier de l'anxiété dans sa poitrine. Mais à côté de la peur, il y avait autre chose, une détermination froide et constante qui lui rappelait les heures passées à s'entraîner, les leçons que Michel Leroy lui avait enseignées sur la nécessité de tenir tête et les sacrifices de sa mère qui l'avaient mené à ce moment. « Je pense que cette conversation est parfaitement appropriée pour un espace public, » répondit-elle d'une voix égale, « à moins que vous n'ayez quelque chose à dire que vous ne voudriez pas que d'autres élèves entendent. » L'impasse ne dura que quelques secondes, mais cela sembla beaucoup plus long. D'autres élèves s'étaient arrêtés pour observer, sentant que quelque chose de significatif se passait même s'ils ne comprenaient pas tout le contexte. Des professeurs commencèrent à remarquer la foule qui s'amassait et se dirigèrent vers eux. Antoine Moreau sembla réaliser que le moment de la manipulation subtile était passé et que toute nouvelle escalade attirerait l'attention indésirable de la direction du lycée. Son expression redevint son masque soigneusement neutre, et il recula avec un haussement d'épaules. « Je pense que tout va bien ici, » dit-il, assez fort pour que l'auditoire rassemblé l'entende. Juste une discussion amicale entre camarades de classe. Mais ses yeux promirent que ce n'était pas du tout terminé. Cet après-midi-là, Zélie Dubois fut incapable de se concentrer pendant ses cours. La confrontation avec Antoine Moreau l'avait laissée se sentir à la fois forte et vulnérable. Elle avait tenu bon et refusé de se laisser intimider. Mais elle savait aussi qu'elle s'était fait un ennemi puissant qui n'allait probablement pas pardonner ni oublier son défi public à son autorité. Après les cours, au lieu de prendre le bus Ilévia pour la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, de Tourcoing, elle marcha jusqu'au parc Clémenceau, où elle pouvait réfléchir sans distraction. L'air frais et vivifiant d'automne était saisissant, et les feuilles commençaient à prendre de brillantes teintes d'orange et de rouge. Elle trouva un banc surplombant le petit étang du parc Clémenceau et tenta de digérer ce qui s'était passé et ce que cela pourrait signifier pour son avenir au lycée Fénelon. Son téléphone vibra avec un message de Michel. « Entraînement ce soir ? Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. » Elle répondit rapidement. « Il s'est passé quelque chose au lycée. J'aurais vraiment besoin de passer du temps sur les sacs de frappe. » Sa réponse vint presque immédiatement. « Tout va bien ?» Zélie fixa la question un long moment. Tout allait-il bien? Elle s'était défendue, ce qui ressemblait à une victoire. Mais elle avait aussi potentiellement intensifié un conflit dont les conséquences pourraient être imprévisibles et incontrôlables. Elle avait enfreint sa propre règle de rester invisible et d'éviter la confrontation. « Je te raconterai en arrivant », répondit-elle finalement. La Maison des Jeunes et de la Culture, MJC, de Tourcoing, lui apparut comme un refuge lorsqu'elle y arriva 1 heure plus tard. L'odeur familière des produits d'entretien et du cuir usé, le bruit des cordes à sauter frappant le sol et la vue d'autres jeunes gens travaillant à leurs objectifs, tout cela se combinait pour créer une atmosphère de calme déterminé, l'exact opposé de l'anxiété polie du lycée Fénelon.
Michel jeta un coup d'œil à son visage et désigna les vestiaires de la MJC. « Prépare-toi, on va travailler dur ce soir. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Zélie se perdit dans l'entraînement physique. Elle travailla les enchaînements jusqu'à ce que ses muscles brûlent, pratiqua ses techniques jusqu'à ce que la mémoire musculaire prenne le relais de la pensée consciente, et s'entraîna avec Michel jusqu'à ce que la sueur lui pique les yeux et que sa respiration se fasse lourde. Ce n'est que lorsqu'elle fut complètement épuisée que Michel annonça une pause. « Bon, » dit-il en lui tendant une serviette et une bouteille d'eau. « Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé. » Zélie se retrouva à décrire non seulement la confrontation du jour, mais des semaines de provocations subtiles et d'exclusions soigneusement orchestrées. Tandis qu'elle parlait, elle réalisa que la campagne d'Antoine contre elle avait été plus systématique et psychologiquement sophistiquée qu'elle ne l'avait d'abord perçue. Michel écouta sans interruption, hochant occasionnellement la tête ou posant des questions pour clarifier. Quand elle eut terminé, il resta silencieux pendant plusieurs minutes. « Tu as fait la bonne chose, » dit-il finalement. « Tenir tête à un tyran est toujours la bonne chose à faire, même quand c'est compliqué. Mais si j'ai aggravé les choses, et s'il se venge d'une manière qui pourrait affecter mes notes ou mes dossiers Parcoursup, alors tu t'en occuperas quand ça arrivera, » répondit Michel. « Mais tu ne peux pas vivre ta vie en essayant de prévenir toutes les conséquences négatives possibles. Parfois, il faut faire confiance au fait que faire la bonne chose finira par fonctionner même si tu ne vois pas comment. » Il fit une pause, étudiant son visage. « D'ailleurs, tu es plus forte que tu ne le penses, pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Tu as géré des situations comme celle-ci toute ta vie et tu as toujours trouvé un moyen de t'en sortir. » Cette nuit-là, Zélie se coucha avec un sentiment de calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Elle avait affronté son tourmenteur directement et en était ressortie avec sa dignité intacte. Quoi qu'il arrive ensuite, elle le gérerait avec la même combinaison d'intelligence, d'intégrité et de force intérieure qui l'avait aidé à surmonter les défis précédents. Elle ignorait qu'Antoine Moreau n'était pas le genre de personne à accepter la défaite avec grâce, ou que son défi public avait transformé leur conflit privé en quelque chose de bien plus dangereux. Le lendemain matin apporta une surprise inattendue. Zélie arriva au lycée pour trouver un petit groupe d'élèves rassemblés autour de quelque chose d'affiché sur le panneau d'affichage principal du lycée. En s'approchant, elle put voir qu'il s'agissait d'une impression de ce qui semblait être des publications sur les réseaux sociaux, bien qu'elle ne pût pas distinguer les détails de loin. L'un des élèves remarqua son approche et poussa son ami, qui leva les yeux avec une expression de curiosité mêlée à ce qui aurait pu être de la pitié. Ils s'écartèrent pour lui donner une vue dégagée de ce qui avait capté leur attention. L'impression était une collection de captures d'écran de diverses plateformes de réseaux sociaux, toutes présentant des photos de Zélie qui avaient été prises à son insu aux alentours du lycée. Mais ce n'étaient pas des clichés spontanés ordinaires. Chaque image avait été éditée ou contextualisée de manière à la faire paraître menaçante, instable ou déplacée. Une photo, prise alors qu'elle se concentrait intensément pendant un cours au laboratoire de chimie, était légendée. « Quand tu prépares ton prochain coup ». Une autre, capturée alors qu'elle marchait seule dans le couloir, était étiquetée. Certaines personnes dégagent juste des ondes dangereuses. Une troisième, montrant sa concentration intense pendant un examen de maths particulièrement difficile, était accompagnée du commentaire « C'est le visage de quelqu'un qui a de sérieux problèmes de colère ». Chaque publication avait été partagée et commentée de nombreuses fois, avec des élèves qu'elle connaissait à peine, offrant des opinions sur son état mental, ses origines et son aptitude à fréquenter le lycée Fénelon. Les commentaires allaient d'observations prétendument préoccupées. Peut-être que quelqu'un devrait prendre de ses nouvelles, à une hostilité plus directe. Pourquoi est-elle même ici? Ce qui rendait la situation encore plus dévastatrice était la manière minutieuse dont les messages avaient été conçus pour paraître organiques et spontanés. Il n'y avait aucune connexion évidente
avec Antoine ou ses amis, aucune preuve claire de coordination ou d'intention malveillante. Pour quiconque ne comprenait pas le contexte, il semblerait que plusieurs élèves s'étaient indépendamment inquiétés du comportement de Zélie et partageaient simplement leurs observations. Mais Zélie reconnut immédiatement la patte d'Antoine. C'était de la guerre psychologique à son plus haut niveau de sophistication, conçue pour l'isoler socialement tout en maintenant sa dénégation plausible. En diffusant le récit selon lequel elle était potentiellement dangereuse ou instable, il créait un climat de peur et de suspicion qui lui rendrait presque impossible de nouer de véritables amitiés ou de trouver des alliés. Alors qu'elle restait là, fixant le panneau d'affichage principal du lycée, Zélie sentit le poids de dizaines de regards sur elle. Les élèves qui papotaient à son arrivée s'étaient tus, attendant sa réaction. Elle pouvait sentir leur mélange de curiosité, de jugement et d'excitation à peine dissimulée d'être présents pour ce qu'ils attendaient clairement être un moment dramatique. Pendant plusieurs secondes, elle ne bougea pas. Son esprit parcourait les réponses possibles, calculant les conséquences potentielles de chaque option. Elle pouvait arracher l'impression, mais cela ne ferait que confirmer le récit selon lequel elle était instable et sujette à des accès de violence. Elle pouvait se plaindre à la direction du lycée, mais sans preuve claire de qui était responsable, il semblerait qu'elle était paranoïaque et cherchait quelqu'un à blâmer pour une activité organique sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle rit. Ce n'était pas un rire amer ou sarcastique, mais une expression d'amusement authentique qui sembla dégonfler la tension dans l'air autour d'elle. Les élèves qui attendaient une réaction explosive se retrouvèrent déconcertés par sa réponse inattendue. « C'est plutôt créatif, en fait, » dit-elle, assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. « Je veux dire, si vous allez mener une opération psychologique contre quelqu'un, autant le faire avec une certaine sophistication. » Elle sortit son téléphone et prit une photo du panneau d'affichage principal du lycée, puis se tourna pour faire face directement aux élèves rassemblés. « Je veux que tout le monde voie à quoi ressemble le harcèlement moderne, » continua-t-elle, sa voix calme et claire. « Ce n'est pas l'insulte grossière ou l'intimidation physique à laquelle on pourrait s'attendre. C'est une guerre narrative, soigneusement construite, conçue pour isoler la cible et retourner les alliés potentiels contre elle. » Certains élèves bougèrent inconfortablement, reconnaissant peut-être qu'ils avaient été des participants involontaires dans exactement le genre de campagne que Zélie décrivait. D'autres semblaient confus, comme s'ils traitaient la situation pour la première fois du point de vue de la cible. « La personne ou les personnes derrière cela sont intelligentes, » poursuivit Zélie. « Elles comprennent qu'une confrontation directe les ferait mal paraître, alors elles ont créé une situation où je suis censé soit réagir émotionnellement et confirmer leur récit, soit rester silencieuse et les laisser contrôler l'histoire. » Elle marqua une pause, établissant un contact visuel avec plusieurs élèves à tour de rôle. « Mais il y a une troisième option. Je peux reconnaître ce qui se passe, expliquer comment cela fonctionne, et faire confiance à la plupart des gens pour être assez intelligents pour reconnaître la manipulation quand elle leur est signalée. » Sur ce, elle s'éloigna, laissant derrière elle un groupe d'élèves qui voyaient soudain la dynamique sociale de leur lycée sous un tout autre jour. La journée qui suivit fut étrange et désorientante. Zélie se retrouva dans une sorte de limbe social, plus invisible, mais pas encore accepté. Certains élèves l'évitaient entièrement, apparemment toujours influencés par la campagne sur les réseaux sociaux. D'autres l'abordaient avec un nouveau genre de respect, impressionnés par sa gestion mature de ce qu'ils reconnaissaient maintenant comme une attaque sophistiquée. Ses professeurs semblaient largement inconscients du drame qui se jouait parmi leurs élèves, bien que quelques-uns aient fait des commentaires occasionnels suggérant qu'ils avaient entendu des rumeurs et se formaient leurs propres opinions sur son caractère et sa stabilité. Pendant le déjeuner, Zélie s'assit à sa place habituelle dans le centre de documentation et d'information, CDI, du lycée Fénelon,
mais se retrouva rejointe par une compagne inattendue. Sarah Chen était une élève de seconde discrète qui avait été transférée au lycée Fénelon l'année précédente. Elle n'avait jamais parlé directement à Zélie, mais avait apparemment observé les récents événements avec intérêt. « C'était impressionnant », dit Sarah, s'installant sur la chaise en face de Zélie avec son propre déjeuner. « La façon dont tu as géré l'histoire du panneau d'affichage principal du lycée ce matin. » Zélie leva les yeux de son sandwich, surprise par cette approche directe. « Merci, je crois. »« J'ai vécu quelque chose de similaire l'année dernière, » continua Sarah. « Pas aussi sophistiqué, mais la même idée de base. Quelques jeunes populaires avaient décidé que je ne correspondais pas à leur image de ce que le lycée Fénelon devrait être. Alors ils m'ont rendu la vie difficile jusqu'à ce que j'apprenne à rester invisible. Et ça a marché, rester invisible ?» Sarah haussa les épaules. « Ça a arrêté le harcèlement actif, mais pas l'exclusion. Et ça ne m'a certainement pas rendue heureuse ou aidée à réussir. J'ai passé toute l'année à me sentir comme si je retenais mon souffle, attendant que quelqu'un me remarque à nouveau et se souvienne que je n'étais pas à ma place. » Les deux filles mangèrent en silence complice pendant quelques minutes, chacune traitant les implications de leur expérience partagée. « Tu penses que ça va empirer maintenant ?» demanda finalement Zélie. « Parce que je n'ai pas simplement encaissé sans rien dire. »« Peut-être, » répondit Sarah Chen honnêtement. « Mais ça pourrait aussi s'améliorer. Certaines personnes respectent la force, même si elles ne la comprennent pas au début. Et parfois, tenir tête aux intimidateurs les expose d'une manière qui fait que les autres voient la situation différemment. » Comme si leur conversation l'avait invoqué, Antoine Moreau apparut à leur table, flanqué de deux de ses amis. Son expression était soigneusement neutre, mais Zélie Dubois pouvait voir la colère brûler dans ses yeux. « Salut Zélie », dit-il, son ton artificiellement amical. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un peu de drama ce matin avec des publications sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. C'est vraiment malheureux. Certaines personnes ne savent tout simplement pas se comporter en ligne. » Le commentaire était parfaitement conçu pour paraître compatissant tout en renforçant subtilement l'idée qu'elle était en quelque sorte responsable de la situation. Ses amis acquiescèrent, jouant leur rôle dans la performance. « Oui, » répondit Zélie Dubois d'un ton égal. « C'est regrettable quand les gens n'assument pas la responsabilité de leurs actes. Mais je suis convaincu qu'à la fin, la vérité finit par éclater. » Le sourire d'Antoine Moreau se crispa presque imperceptiblement. « Oh, absolument! La vérité est vraiment importante. J'espère juste que tout le monde pourra aller de l'avant de manière positive et se concentrer sur des choses plus importantes, comme les études et les dossiers Parcoursup. La menace voilée était claire, ne pas aggraver cette situation où cela pourrait affecter ses perspectives d'avenir. » Antoine Moreau lui rappelait qu'il avait des connexions sociales et une influence qui pourrait potentiellement impacter ses recommandations pour l'université ou d'autres opportunités au lycée Fénelon. Mais avant que Zélie Dubois ne puisse répondre, Sarah Chen prit la parole. « Je pense que l'approche de Zélie Dubois ce matin était vraiment mature, » dit-elle, sa voix portant plus de confiance que Zélie Dubois ne s'y était attendue. Au lieu de réagir émotionnellement ou d'essayer de trouver un coupable, elle l'a utilisé comme un moment d'apprentissage sur la façon dont la manipulation mentale fonctionne. C'était même plutôt instructif. Les amis d'Antoine Moreau semblèrent mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Ils s'étaient engagés à intimider une cible isolée, pas à s'engager dans une discussion nuancée sur les tactiques d'intimidation avec plusieurs participants. « Eh bien, » dit Antoine Moreau, son masque soigneusement construit, glissant légèrement, « je suis sûr que tout le monde a appris quelque chose. J'espère juste que les leçons à venir porteront sur l'intégration et la contribution positive à notre communauté scolaire. »« Absolument, » répondit Zélie Dubois. « Je pense que tout le monde devrait contribuer à faire du lycée Fénelon un endroit où tous les élèves peuvent réussir. Cela signifie créer un environnement basé sur le respect mutuel et l'honnêteté intellectuelle.
L'échange se termina sur une impasse, les deux parties ayant clairement énoncé leur position sans empiéter sur un terrain qui attirerait l'attention de l'administration. Mais alors qu'Antoine Moreau et ses amis s'éloignaient, Zélie Dubois pouvait voir la frustration dans sa posture. Sa campagne soigneusement orchestrée n'avait pas l'effet escompté et son refus d'être intimidé ou isolé perturbait son contrôle sur le récit. Cet après-midi-là, alors que Zélie Dubois marchait vers son bus Ilévia, elle fut approchée par Madame Leclerc, la conseillère d'orientation psychologue COP, qui l'avait accueillie son premier jour. « Zélie, auriez-vous une minute pour discuter ?» Elles trouvèrent un coin tranquille du hall principal du lycée et l'expression de Madame Leclerc était sérieuse mais pas méchante. J'ai entendu certaines préoccupations d'élèves et de parents concernant des tensions sociales vous impliquant. Je veux m'assurer que vous vous sentez soutenu et que vous avez des ressources si vous en avez besoin. Zélie Dubois choisit ses mots avec soin. J'apprécie votre inquiétude, Madame Leclerc. J'ai effectivement été confronté à des défis sociaux, mais je les gère de manière appropriée. Je me concentre sur mes études et je maintiens mon engagement à représenter positivement le lycée Fénelon. La conseillère hocha la tête pensivement. Je suis contente de l'entendre. Vos professeurs parlent très bien de votre travail et de votre conduite en classe. Mais je veux aussi que vous sachiez que si vous subissez du harcèlement ou si vous vous sentez en insécurité, il existe des voies appropriées pour traiter ces problèmes. Merci, je le garderai certainement à l'esprit. Alors qu'elle rentrait en bus Ilévia ce jour-là, Zélie Dubois réfléchit à la rapidité avec laquelle son invisibilité soigneusement entretenue avait volé en éclats. En l'espace de quelques jours seulement, elle était passée d'une élève discrète et nouvelle à être au centre d'un conflit social complexe qui mettait à l'épreuve non seulement sa résilience, mais aussi ses valeurs et son sens d'elle-même. Ce soir-là, à la Maison des Jeunes et de la Culture, MJC de Tourcoing, Michel Leroy remarqua la tension dans ses épaules avant même qu'elle n'ait commencé à s'entraîner. « Mauvaise journée ?» demanda-t-il alors qu'elle bandait ses mains. « Journée compliquée », corrigea-t-elle. Mais je pense que je m'en suis bien sortie. Elle le mit au courant de la campagne sur les réseaux sociaux et de sa réponse, ainsi que des diverses conversations et confrontations qui avaient des suivis. Michel Leroy écouta avec la même attention qu'il montrait toujours, posant des questions pour clarifier, mais évitant tout jugement. « Tu sais, » dit-il quand elle eut fini, « il y a un vieux dicton sur le combat. Quand ton adversaire est en train de se noyer, ne lui lance pas de bouée de sauvetage, mais ne lui tiens pas non plus la tête sous l'eau. Contente-toi de t'écarter et de le laisser se noyer. » Zélie Dubois fronça les sourcils. « Je ne suis pas sûr de comprendre. Ce gamin, Antoine Moreau, est habitué à affronter des adversaires qui soit se soumettent immédiatement, soit réagissent émotionnellement. Les deux réponses jouent en sa faveur, mais tu fais quelque chose de différent. Tu restes calme, tu parles honnêtement et tu laisses ses propres actions révéler son vrai visage. C'est un genre de combat auquel il n'est pas préparé. » Michel marqua une pause, observant son visage tandis qu'elle assimilait ses mots. « Le plus difficile sera de maintenir cette discipline quand il intensifiera la pression. Car il le fera. Les gens comme lui ne savent pas quand savoir limiter la casse. Ils redoublent d'efforts jusqu'à ce qu'ils se soient détruits eux-mêmes ou qu'ils aient détruit leur adversaire. Alors, que faire quand il intensifiera la pression? La même chose que tu fais maintenant. Reste fidèle à toi-même, dis la vérité et aie confiance que la plupart des gens peuvent reconnaître l'intégrité quand ils la voient, même si cela leur prend un certain temps. » Ce soir-là, tandis que Zélie terminait ses devoirs, elle se retrouva à réfléchir aux conseils de Michel et aux choix auxquels elle était confrontée. Elle pouvait toujours essayer de retourner à l'invisibilité, s'excuser pour la perturbation et tenter de se fondre à nouveau dans l'arrière-plan. Ce serait plus facile à bien des égards, et cela pourrait lui permettre de terminer son année de terminale sans autre conflit. Mais
Elle réalisa aussi que quelque chose de fondamental avait changé dans sa relation avec elle-même. Pendant des années, elle avait assimilé la survie à la soumission, avait cru que la voie la plus sûre était toujours d'éviter la confrontation et d'accepter tout traitement que les autres choisissaient de lui infliger. Les événements des derniers jours lui avaient montré une autre possibilité, qu'elle pouvait tenir bon, tout en maintenant son intégrité, qu'elle pouvait refuser d'être rabaissée sans devenir quelqu'un qu'elle ne respectait pas. Le choix portait vraiment sur le genre de personne qu'elle voulait être, non seulement au lycée Fénelon, mais aussi face à tous les défis qu'elle affronterait à l'avenir. Voulait-elle être quelqu'un qui survivait en se faisant plus petite, ou quelqu'un qui s'épanouissait en insistant sur son droit d'exister pleinement et authentiquement? Alors qu'elle s'endormait, Zélie pensa à Madame Dubois, qui travaillait de nuit au Centre hospitalier régional universitaire, CHRU, de Lille, à des centaines de kilomètres. Sa mère avait fait d'innombrables sacrifices pour lui offrir des opportunités, et ces sacrifices méritaient d'être honorés non seulement par la réussite scolaire, mais aussi par le courage de revendiquer sa place dans des espaces qui n'étaient pas conçus pour des gens comme elle. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais elle les affronterait telle qu'elle était, sans excuses ni compromis. Les jours suivants s'écoulèrent dans un calme relatif, que Zélie trouva plus inquiétant que la période précédente de conflits ouverts. Antoine Moreau et ses amis semblaient s'être repliés, ne faisant plus de commentaires acerbes ni n'orchestrant de campagne sur les réseaux sociaux. Mais leur absence semblait stratégique plutôt que permanente, comme le calme avant la tempête. Ses professeurs continuaient d'être satisfaits de ses performances scolaires et elle avait même été choisie pour représenter le lycée Fénelon lors d'une prochaine compétition scolaire. Quelques élèves avaient commencé à l'approcher avec une amabilité hésitante, peut-être influencés par l'exemple de Sarah Chen ou par leurs propres observations de son caractère. Mais Zélie ne pouvait se défaire du sentiment qu'Antoine Moreau était simplement en train de se regrouper, planifiant son prochain coup avec la prudence calculée qui avait caractérisé ses actions précédentes. Elle se retrouva hyper consciente de son environnement, analysant les conversations pour y déceler des significations cachées et guettant les signes d'une hostilité renouvelée. Sa vigilance se révéla justifiée un jeudi après-midi de fin novembre. Zélie quittait son dernier cours de la journée lorsqu'elle remarqua Antoine Moreau et plusieurs de ses amis qui traînaient près de la sortie qu'elle utilisait habituellement. Leur position semblait désinvolte, mais quelque chose dans leur langage corporel suggérait une coordination et un but. Plutôt que de risquer une confrontation, elle décida de prendre un autre chemin pour sortir du bâtiment. Mais alors qu'elle s'engageait dans un couloir secondaire du lycée, elle trouva son passage bloqué par Lucas Petit et deux autres élèves qu'elle reconnaissait du cercle social d'Antoine Moreau. Ils n'étaient pas ouvertement menaçants, se tenant juste d'une manière qui rendait difficile pour elle de passer sans leur demander de bouger. « Salut Zélie !» dit Lucas Petit, son ton amical mais avec une nuance qui tendit ses muscles. On espérait te parler de quelque chose. Je suis en fait pressé de prendre mon bus Ilévia, répondit-elle, tentant de les contourner. Mais ils se décalèrent subtilement, maintenant leur position de blocage sans qu'il soit évident qu'ils entravaient délibérément son mouvement. Cela ne prendra pas longtemps, poursuivit Lucas Petit. Nous voulions juste clarifier certaines incompréhensions. Antoine Moreau se sent mal à propos de la façon dont les choses se sont passées, et nous avons pensé que nous pourrions peut-être arranger quelque chose. Zélie ressentit une anxiété familière, mais à côté de cela, une froide reconnaissance de la situation tactique. Ils avaient choisi cet endroit avec soin, suffisamment loin du flux principal d'élèves pour éviter les témoins occasionnels, mais pas si isolés qu'elle puisse prétendre avoir été délibérément piégée. Si elle tentait de décrire cette interaction plus tard, cela ressemblerait à une conversation normale plutôt qu'à de l'intimidation. « J'apprécie l'attention, dit-elle, gardant sa voix calme.
Mais je ne pense pas qu'Antoine Moreau et moi ayons des incompréhensions à éclaircir. Nous avons simplement des perspectives différentes sur la façon dont les gens devraient se traiter. L'un des autres élèves, un garçon aux épaules larges nommé Hugo Bernard, qui jouait au rugby avec Antoine Moreau, s'avança légèrement. « Tu vois, c'est exactement ce genre d'attitude qui a causé des problèmes, » dit-il, son ton suggérant de la déception plutôt que de la colère. « Tu sembles penser que tout le monde ici est contre toi, alors qu'en réalité, les gens essaient juste de t'aider à mieux t'intégrer. » La manipulation mentale était exécutée avec brio, conçue pour lui faire remettre en question ses propres perceptions et accepter la responsabilité du conflit. Il lui offrait une porte de sortie honorable, admettre qu'elle avait mal interprété de prétendues tentatives innocentes d'inclusion, s'excuser pour son hypersensibilité et accepter sa place dans la hiérarchie sociale qu'ils imposaient. « Je crois que je comprends parfaitement la situation, » répondit Zélie Dubois, « et je pense que cette conversation est terminée. » Elle se dirigea d'un pas décidé vers l'espace entre Lucas Petit et Hugo Bernard, les forçant à s'écarter ou à entrer en contact physique. Un instant, la tension dans le couloir du lycée fut palpable, alors qu'il calculait s'il fallait envenimer la situation. Mais avant que la situation ne puisse dégénérer davantage, le bruit de pas approchant fit que tout le monde se retourna. Sarah Chen apparut au coin, suivie de deux autres élèves que Zélie Dubois ne reconnaissait pas. « Oh, salut Zélie !» lança Sarah, son timing trop parfait pour être accidentel. « Tu es prête à partir ? On te cherchait. » La présence de témoins changea immédiatement la dynamique. Les amis d'Antoine Moreau ne pouvaient plus maintenir leur position de blocage sans que cela n'apparaisse délibérément conflictuel. Alors ils s'écartèrent avec des expressions de confusion exagérées, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Zélie Dubois avait semblé mal à l'aise avec leur conversation amicale. « Bien sûr, » dit Lucas Petit, souriant largement, « nous discutions juste. » « Aucun problème. » Alors que Zélie Dubois s'éloignait avec Sarah et les autres élèves, elle ressentit un mélange de soulagement et de gratitude qui la surprit par son intensité. Elle s'était tellement habituée à affronter les défis seule que le fait d'avoir des alliés qui apparaissaient à un moment crucial lui sembla presque surréaliste. « Merci, » dit-elle doucement, une fois qu'ils furent hors de portée de voix. « Ne me remercie pas, » répondit Sarah. « Remercie Emma Roussel et David Garnier. Ce sont eux qui ont remarqué ce qui se passait et ont suggéré que nous venions voir comment tu allais. » Zélie Dubois regarda ses sauveurs inattendus avec une nouvelle appréciation. Emma Roussel était une grande fille aux cheveux roux, bouclés, qu'elle reconnaissait de son cours de calcul, mais à qui elle n'avait jamais parlé directement. David Garnier était un garçon mince aux cheveux foncés dont elle savait qu'il était impliqué dans le conseil des élèves, mais qui n'avait jamais semblé remarquer son existence. « Nous les avons vus se positionner, » expliqua Emma Roussel. C'était assez évident ce qu'ils essayaient de faire, même s'ils agissaient de manière subtile. De plus, ajouta David Garnier, Antoine Moreau se vante auprès de quiconque veut bien l'entendre qu'il va gérer la situation avec toi. Nous nous sommes dit que cela n'allait probablement pas impliquer une conversation amicale sur l'esprit du lycée. Le fait qu'Antoine Moreau ait ouvertement discuté de ses intentions à son égard était dérangeant, mais la réalisation que d'autres élèves avaient fait attention et étaient prêts à intervenir était inopinément réconfortante. Ce soir-là, Zélie Dubois se retrouva à reconsidérer ses suppositions concernant son isolement social au lycée Fénelon. Elle s'était tellement concentrée sur l'hostilité d'Antoine Moreau et l'apparente indifférence de la plupart des élèves qu'elle n'avait pas remarqué les signes silencieux de soutien qui s'étaient développés autour d'elle. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est Emma de ton cours de calcul. Sarah m'a donné ton numéro. Je voulais juste que tu saches que plus de gens te soutiennent que tu ne le penses. Ne laisse pas ces crétins t'abattre. » Au cours de l'heure suivante,
elle reçut des messages similaires de David Garnier et de 3 autres élèves, tous exprimant leur soutien et offrant leur aide si elle en avait besoin. Aucun d'eux ne faisait partie du groupe populaire qu'Antoine Moreau dominait, mais il représentait quelque chose de peut-être plus précieux. Une coalition grandissante d'élèves qui valorisait l'équité et l'intégrité plutôt que le statut social. Le lendemain matin apporta un développement inattendu qui changea toute la trajectoire du conflit. Zélie Dubois arriva au lycée pour trouver une petite foule rassemblée autour du panneau d'affichage principal du lycée, tout comme quelques jours plus tôt. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Au lieu du mélange de curiosité et d'hostilité qu'elle avait rencontré auparavant, il y avait quelque chose qui ressemblait davantage à du choc et de la désapprobation. En s'approchant, elle put voir que quelqu'un avait affiché une nouvelle collection de captures d'écran, mais celle-ci ne la ciblait pas. Au lieu de cela, elles semblaient être des captures d'écran de conversations privées sur les réseaux sociaux entre Antoine Moreau et ses amis, discutant de leur campagne contre elle avec des détails explicites et accablants. Les messages révélaient non seulement la nature coordonnée de leur harcèlement, mais aussi la cruauté calculée derrière celui-ci. Antoine Moreau avait écrit qu'il voulait la briser mentalement et la rendre si malheureuse qu'elle finisse par partir. Lucas Petit avait suggéré des moyens de manipuler les perceptions des professeurs à son égard, tandis qu'Hugo Bernard avait proposé d'escalader vers une intimidation plus directe. Le plus accablant de tout étaient les propres mots d'Antoine Moreau, décrivant sa motivation. « Elle pense pouvoir venir dans notre lycée et me défier devant tout le monde. Elle doit apprendre qu'il y a des conséquences à ne pas connaître sa place. » Les conversations brossaient le tableau d'une violence psychologique systématique qu'il était impossible de considérer comme un malentendu ou de simple dynamique sociale innocente. Elles montraient Antoine Moreau et ses amis comme des prédateurs calculateurs qui avaient ciblé Zélie Dubois, non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais parce qu'elle représentait un défi à leur sentiment de supériorité sociale. Tandis que Zélie lisait les preuves accablantes, elle ressentit un mélange complexe d'émotions. Il y avait la satisfaction de voir la vérité exposée, mais aussi la tristesse de la confirmation de la cruauté délibérée qu'elle avait subie. Le plus surprenant fut une pointe de sympathie pour Antoine, dont la réputation soigneusement construite était désormais en ruine à cause de ses propres mots. Les réactions des élèves autour d'elle allaient de l'indignation à l'embarras. Certains étaient en colère contre le comportement d'Antoine. D'autres étaient mal à l'aise de voir leur propre complicité dans sa campagne exposée. Et quelques-uns semblaient sincèrement choqués qu'un harcèlement aussi calculé puisse se produire dans leur lycée. Madame Leclerc apparut à l'épaule de Zélie, le visage grave. « J'ai besoin que vous veniez à mon bureau immédiatement, » dit-elle doucement. « Nous avons des questions sérieuses à discuter. » Les heures suivantes furent un tourbillon de réunions, de déclarations et de procédures formelles. Les captures d'écran avaient été fournies anonymement, mais leur authenticité fut rapidement vérifiée grâce à la relation du lycée avec les plateformes de réseaux sociaux impliquées. Antoine et ses amis furent convoqués pour des entretiens individuels et l'étendue de leur campagne devint encore plus claire à mesure que des preuves supplémentaires émergeaient. Le processus disciplinaire avança à une vitesse impressionnante. En fin de journée, Antoine avait été suspendu en attendant une enquête complète et Lucas et Hugo faisaient face à leurs propres conséquences. La direction du lycée, reconnaissant apparemment les implications légales potentielles d'avoir permis à un harcèlement systématique de se poursuivre sans être contrôlé, prenait des mesures rapides pour démontrer son engagement envers la sécurité des élèves. Mais pour Zélie, la reconnaissance officielle lui semblait moins satisfaisante qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait passé des semaines à se sentir comme si elle combattait un ennemi invisible, et maintenant que l'ennemi était exposé et vaincu, elle se retrouvait à gérer des émotions complexes qu'elle n'avait pas anticipées.
Cet après-midi-là, elle sauta sa séance d'entraînement habituelle et se promena plutôt dans la ville, assimilant le changement radical de sa situation. Des élèves qui l'avaient ignorée ou évitée pendant des semaines l'approchaient désormais avec des excuses et des expressions de soutien. Des professeurs qui avaient semblé neutres louaient maintenant sa résilience et sa maturité face à des circonstances si difficiles. Les publications sur les réseaux sociaux qu'il avait autrefois dépeintes comme dangereuses ou instables étaient reformulées comme des preuves de sa force et de son intégrité face à un harcèlement coordonné. Elle n'était plus l'élève à problème qui devait apprendre sa place, mais la victime d'une injustice que toute la communauté lycéenne devait reconnaître et aborder. Mais être dépeinte comme une victime lui semblait presque aussi limitant qu'être dépeinte comme une menace. Les deux récits la réduisaient à un symbole, plutôt que de la reconnaître comme un individu complexe avec sa propre autonomie et ses propres objectifs. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. « Le lycée m'a appelé à propos de ce qui s'est passé. Tu vas bien, ma chérie? Je peux venir ce soir si tu as besoin de moi. » Pendant un instant, Zélie fut tentée de dire oui, de faire venir sa mère pour lui apporter le réconfort et la protection qui lui avaient manqué pendant des semaines. Mais en considérant l'offre, elle réalisa que ce dont elle avait réellement besoin était différent de ce qu'elle aurait pu vouloir. « Je vais bien, maman, » répondit-elle par SMS. « Ça a été difficile, mais j'ai géré. Je suis même fière de la façon dont je l'ai géré. » Et en tapant ces mots, elle réalisa qu'ils étaient vrais. Elle avait fait face à une campagne sophistiquée de manipulation psychologique et en était ressortie non seulement intacte, mais plus forte. Elle avait trouvé des alliés, découvert sa propre voie, et s'était prouvé qu'elle pouvait faire face à l'injustice sans compromettre ses valeurs ou son intégrité. La semaine suivante, au lycée Fénelon, donna l'impression d'être dans un lycée entièrement différent. L'absence d'Antoine avait créé un vide de pouvoir qui changeait la dynamique sociale de manières à la fois évidentes et subtiles. Les élèves qui avaient pris soin de rester dans ses bonnes grâces étaient désormais libres d'exprimer des opinions différentes et de former des alliances différentes. L'atmosphère de conformité prudente qui avait caractérisé une grande partie de l'environnement social du lycée commença à céder la place à quelque chose de plus ouvert et authentique. Zélie se retrouva dans la position inattendue d'être sollicitée pour son point de vue sur les initiatives du conseil de vie lycéenne, les programmes de diversité et d'autres politiques du lycée. Son expérience du harcèlement lui avait donné des aperçus que la direction et les leaders lycéens reconnaissaient comme précieux, et sa réponse mesurée à la situation lui avait valu une réputation de sagesse et de maturité qui transcendait son âge. Mais elle veillait à ne pas laisser sa nouvelle influence lui monter à la tête. Elle avait vu comment le pouvoir pouvait corrompre, comment la capacité à façonner les perceptions des autres pouvait devenir un outil de manipulation plutôt qu'un changement positif. Son objectif n'était pas de remplacer le leadership toxique d'Antoine par sa propre version de contrôle, mais de contribuer à créer un environnement lycéen où aucun élève n'aurait à faire face à ce qu'elle avait affronté. Sarah était devenue une amie proche, unie par leur expérience partagée d'élèves transférés qui avaient appris à naviguer dans le paysage social complexe du lycée Fénelon. Emma et David étaient également devenus des compagnons réguliers, formant un groupe d'études qui se réunissait au CDI pendant les pauses déjeuner et s'aidaient mutuellement avec les dossiers Parcoursup et les défis académiques. La compétition académique pour laquelle Zélie représentait le lycée Fénelon approchait, et ses performances aux séances d'entraînement avaient impressionné à la fois ses coéquipiers et ses entraîneurs. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Fénelon, elle eut l'impression d'être valorisée pour ses contributions intellectuelles plutôt que d'être jugée principalement sur son acceptabilité sociale. Michel Leroy avait été fier de la manière dont elle avait géré la situation, mais aussi prudent quant aux leçons qu'elle en tirait. « Tu as tout fait correctement », lui dit-il lors d'une de leurs séances d'entraînement. « Mais ne laisse pas cette expérience te faire croire que tenir tête aux intimidateurs se passe toujours aussi bien. » Parfois,
Le système ne fonctionne pas. Parfois les preuves ne font pas surface. Et parfois les bonnes personnes doivent continuer à se battre même lorsqu'elles n'obtiennent pas de réparation. Tu dis que j'ai juste eu de la chance? Je dis que tu étais préparé. J'avais la force émotionnelle de gérer le harcèlement sans fléchir, l'intelligence de répondre stratégiquement plutôt que réactivement, et l'intégrité de maintenir tes valeurs sous la pression. Ces qualités t'ont bien servi dans cette situation, mais elles te serviront encore mieux lors de futurs défis où l'issue ne sera pas aussi évidente. Alors que le semestre touchait à sa fin, Zélie Dubois réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce premier jour où elle avait traversé les couloirs de marbre du lycée Fénelon avec pour seul objectif l'invisibilité. Elle avait appris que la véritable sécurité ne venait pas en se faisant petite, mais en développant la force de se tenir droite. Elle avait découvert que l'intégrité ne concernait pas seulement les valeurs personnelles, mais aussi le courage de vivre ces valeurs publiquement, même lorsque c'était difficile. Plus important encore, elle avait appris qu'elle n'était pas seule. Il y avait d'autres élèves qui partageaient son engagement envers l'équité et la justice, d'autres personnes prêtes à prendre des risques pour soutenir ce qui était juste, et des adultes qui agiraient de manière décisive lorsqu'on leur présenterait des preuves claires d'actes répréhensibles. Madame Dubois vint pour le concert de Noël du lycée, où Zélie Dubois était reconnue pour ses réalisations académiques et ses contributions à la communauté scolaire. Alors qu'elles étaient assises ensemble dans l'auditorium du lycée, regardant d'autres élèves se produire et recevoir des prix, sa mère lui serra la main. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle. « Pas seulement pour tes notes ou tes récompenses, mais pour la personne que tu es devenue. Tu es devenue exactement le genre de personne que j'espérais que tu serais. » Cette reconnaissance comptait plus pour Zélie Dubois que toute justification officielle ou reconnaissance sur les réseaux sociaux n'aurait pu le faire. Elle avait prouvé à elle-même et à sa mère que les sacrifices qu'elles avaient toutes deux faits en valèrent la peine, qu'elle pouvait réussir dans des environnements difficiles tout en restant fidèle à ses valeurs et à son sens de soi. Alors que la cérémonie se terminait et que les familles commençaient à quitter l'auditorium, plusieurs camarades de classe s'approchèrent pour la féliciter et faire des projets pour étudier ensemble pendant les vacances de Noël. La camaraderie facile semblait naturelle maintenant, non plus les interactions sociales soigneusement négociées qui avaient caractérisé ses premiers mois au lycée Fénelon. En se dirigeant vers le parking du lycée avec sa mère, Zélie Dubois aperçut Antoine Moreau de l'autre côté de la cour avec ses parents. Il était revenu de suspension la semaine précédente, discret et évitant les projecteurs qui avaient autrefois été son élément naturel. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle vit dans son expression quelque chose qui aurait pu être du regret, ou du moins la reconnaissance des conséquences que ses actions lui avaient values. Elle ne ressentait aucun triomphe dans sa chute. Aucune satisfaction dans son évident malaise. Toute cette situation avait été inutile, un conflit né de l'insécurité et du sentiment de supériorité plutôt que d'une réelle incompatibilité entre eux en tant qu'individus. Mais cela avait aussi été transformateur, la forçant à découvrir des forces qu'elle ignorait posséder et des connexions qu'elle ne pensait pas possibles. Alors qu'elle et sa mère traversèrent la ville en voiture vers son domicile, Zélie Dubois pensait au dossier Parcoursup, candidature pour les grandes écoles, qui l'attendait pendant les vacances de Noël. Elle postulerait dans des établissements dans tout le pays, cherchant des opportunités qui la mettraient au défi intellectuellement, tout en lui permettant de continuer à grandir en tant que personne et en tant que leader. Mais quelle que soit l'institution qu'elle fréquenterait finalement, elle arriverait en tant que personne fondamentalement différente de la fille discrète qui avait fait ses premiers pas au lycée Fénelon. Elle arriverait en tant que personne qui connaissait sa propre valeur, qui comprenait l'importance de se défendre et de défendre les autres, et qui avait appris que la véritable appartenance ne venait pas en se rendant acceptable aux yeux des autres, mais en trouvant des communautés qui appréciaient son moi authentique,
Les défis à venir seraient différents, mais non moins significatifs. L'université apporterait de nouvelles dynamiques sociales à gérer, de nouvelles formes de compétition et de pression à supporter, et de nouvelles opportunités de contribuer à des communautés et des causes qui lui tenaient à cœur. Mais elle affronterait ces défis avec une confiance née de l'expérience, avec des compétences développées grâce à l'adversité, et avec la certitude qu'elle pouvait se faire confiance pour prendre de bonnes décisions même dans des circonstances difficiles. Alors qu'elle s'engageait dans le rallye, sa mère se tourna vers elle avec un sourire. « Alors, ça fait quoi de savoir que tu n'auras plus jamais à être invisible ?» Zélie Dubois considéra la question sérieusement. « J'ai l'impression de comprendre enfin la différence entre se cacher et choisir quand parler. Je ne crois pas avoir jamais été vraiment invisible. » Une autre voix, une voix où elle n'attendait plus que le bon moment pour laisser les gens voir qui elle était réellement. Ce soir-là, alors qu'elle commençait à travailler sur ses dossiers Parcoursup, Zélie Dubois se retrouva à écrire sur le leadership, la résilience et la responsabilité qui découlent de la découverte de sa voix dans des espaces qui n'étaient pas conçus pour elle. Elle écrivit sur l'importance de construire des ponts plutôt que des murs, sur la différence entre la force et l'agressivité, et sur le courage nécessaire pour rester bienveillante face à la cruauté. Mais surtout, elle écrivit sur la réalisation que le sentiment d'appartenance n'était pas quelque chose que les autres pouvaient accorder, mais quelque chose qui devait être revendiqué et défendu par le choix quotidien de se montrer authentiquement et de traiter les autres avec le respect et la dignité que chacun méritait. L'histoire qu'elle racontait n'était pas celle d'un triomphe sur l'adversité, mais d'une croissance à travers les défis. C'était l'histoire d'une fille qui avait appris que le silence pouvait être puissant, mais qu'il arrivait un moment où prendre la parole était le seul moyen d'honorer la vérité et de se protéger non seulement elle-même, mais aussi d'autres personnes qui pourraient faire face à des défis similaires. Alors qu'elle terminait le dernier paragraphe et enregistrait son travail, Zélie Dubois ressentit un profond sentiment de satisfaction qui n'avait rien à voir avec la qualité de son écriture ou la force de ses dossiers Parcoursup. Elle avait trouvé sa voie, non seulement au sens littéral d'apprendre à se défendre, mais aussi au sens plus profond de comprendre qui elle était et ce qu'elle représentait. Les mois à venir apporteraient son baccalauréat, les lettres d'acceptation de ses candidatures aux études supérieures et le prochain chapitre de son parcours éducatif. Mais ils apporteraient aussi des opportunités d'utiliser son expérience et sa voix pour faire la différence pour les autres, de contribuer à créer des environnements où tous les élèves pourraient s'épanouir et de continuer à grandir pour devenir le genre de leader dont sa communauté avait besoin. La jeune fille, qui avait autrefois recherché l'invisibilité, était devenue quelqu'un qui comprenait que la vraie sécurité ne venait pas de la dissimulation, mais de la construction de la force de se tenir dans la lumière et d'inviter les autres à la rejoindre. Et dans cette transformation résidaient les graines de tous les changements positifs qu'elle allait créer dans les années à venir.